La sexualité des garçons. Ça nous fait bien plaisir de vous retrouver. On dit que les garçons ne parlent pas entre eux. C'est pas vrai, on en a deux en studio, puis je peux dire qu'ils placotent beaucoup. Mais possiblement qu'ils ont passé le cap des 15 ans. Ah, ben j'espère. Ils parlent plus maintenant. Parce qu'on va parler de la sexualité des garçons entre 12 et 15 ans aujourd'hui. Je suis pas certaine, moi, que les jeunes ne parlent pas beaucoup de sexualité. Je pense qu'au contraire, ils en parlent beaucoup. Peut-être de façon différente. Bien, c'est ça. Je pense qu'en tant qu'adulte, là, des fois, on projette, on voudrait qu'ils en parlent d'une façon très précise, mais ils en parlent à leur façon, à eux, hein? Moi, Louise-André, je parlais pas seulement de sexualité, je parlais de parler point à la ligne. Les garçons s'expriment moins que les filles en général. Je sais pas. Ça dépend. Pas d'accord. Non, je te dis, la semaine dernière, je suis allée dans un cégep. T'aurais dû entendre parler les jeunes d'amour, de sexualité. Ils avaient 16 ans, 17 ans. Puis la question qu'ils m'ont posée, c'est pourquoi est-ce si difficile de parler d'amour et de sexualité? Bien, j'ai dit, vous me prouvez le contraire. Ça n'a pas l'air difficile du tout. C'est parce que tu es sexologue. Ben oui. Ils peuvent te poser toutes les questions. Tu es une bibliothèque ambulante concernant la sexualité. Tu as réponse à tout. Bien, je réponds, j'ai des pistes pour... en tout cas, là, on va parler des jeunes garçons. Je vais t'avoir pareil. Tu vas m'avoir? Oui. Les filles lisent plus que les garçons. Ah, ben ça, oui. Je pense que oui. Les filles lisent plus que les garçons. Les statistiques le prouvent. Et notre auteur aujourd'hui, Bertrand Gauthier, qui a écrit un livre pour les adolescents. Il en a écrit plusieurs, hein? C'est le fondateur de La Courte Échelle. Il a écrit ce livre qui s'intitule, on va bien le montrer ici, La course à l'amour. Que les filles on l'échangeait aiment tout à l'heure. Oui, puis les filles de 12-13 ans lisent beaucoup plus que les garçons de cet âge-là. Oui, oui, parce que moi, ma fille de 13 ans a lu ce livre-là, puis elle était très contente parce qu'elle dit « Ah, maintenant, je sais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les garçons. » Tu vois, mais ça reste toujours mystérieux, l'autre sexe, à cet âge-là. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les garçons de cet âge-là? Bien, en tout cas, ce qu'ils ont dans la tête, pour moi, là, ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'ils ont beaucoup de questions. Parce que sur le répondeur, ils nous téléphonent, ils nous écrivent, ils nous envoient des lettres. Je dois dire qu'on situe l'émission peut-être là, pour les 12-15 ans, là, à peu près. Donc, c'est l'âge où arrive là, la démarcation entre l'enfance et l'adolescence. C'est la première éjaculation qui va arriver. Et ça, on en a déjà parlé, Marguerite, combien c'était important de souligner cet événement-là. C'est l'âge aussi où c'est plus difficile pour les parents parfois d'échanger avec leurs propres enfants parce que les enfants, on trouve qu'ils sont un peu trop fermés, on ne sait pas trop comment leur parler, ils veulent rester seuls, ils veulent s'enfermer, ils veulent avoir leur moment de liberté. Ils arrivent à 2 heures du matin, on n'est pas de bonne humeur. Ah, il faut que jeunesse se passe, paraît-il. Passons-là ensemble. On a des spécialistes avec nous, un éducateur en santé. Nous avons également un auteur pour adolescents. Et puis, nous allons tenter de leur poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir, les garçons, concernant la sexualité? Comment ils en parlent? Comment ils échangent? Et comment on devrait les comprendre? On vous revient après la pause. Pour nous joindre en tout temps sur notre répondeur, faites le 1-800-461-73-93. Les vrais coupables, les exploiteurs, pas des pauvres housekeepers, des filles de paille qui prennent la place de leur patronne. Je suis tannée de la boîte. Jeudi, 20h. Voici le nouveau Vertitube de Crest. Il reste propre. Il se range facilement. Aucune boîte, donc moins de déchets dans l'environnement. Le nouveau Vertitube de Crest. Il se tient debout devant la carie et le tartre. Bravo, Sébastien Lachance. Tu as 6 semaines aujourd'hui. Savais-tu que Loves a créé une couche personnalisée juste pour toi? Nouvelle Loves Étape. Un système anti-fuite exceptionnel offert en une variété de motifs pour nourrissons, 4 pattes et marcheurs. C'est pour aider à retenir les fuites reliées à l'allaitement que Loves a créé une couche nourrisson juste pour toi. Loves a une barrière anti-fuite à la taille et pas la deuxième marque de couche la plus populaire. Ta couche Loves est faite d'un matériel spécial qui ne laisse pas passer les fuites. Loves a aussi pensé à t'offrir ce beau motif de cheval à bascule pour être toujours beau comme un cœur.
Oh, oh, les premiers pas de Christine Perrault. Pour toi, Loves a créé une couche sur mesure pour les marcheurs. Elle est plus étroite au milieu que la deuxième marque de couche la plus populaire. Et qui d'autre pouvait offrir ces jolies tulipes, Christine? Nouvelle Loves étape. Jamais une protection anti-fuite personnalisée n'a été si belle pour toi, Lily Gendron. Pour toi, Louise Mine. Pour toi, Patrick Sanson. Le nettoyage est un travail pénible et une perte de temps si vous devez recommencer. Et si vous n'utilisez pas le bon nettoyeur, vous devrez recommencer. Mais avec Spick & Span, ça marche du premier coup. Aucun autre nettoyeur liquide d'importance majeure ne commence à dissoudre la dure saleté de la salle de bain au contact. Nettoyez bien du premier coup avec Spick & Span. Il nettoie la cuisine du premier coup. Désinfecte la salle de bain et nettoie toute la maison du premier coup. Spick & Span, ça marche du premier coup. Lorsque bébé se met à explorer, il éclabousse tout autour de lui. Il est donc rassurant de savoir que même ces taches rebelles se nettoient plus facilement. Ivory-Neige, c'est la doudou des mamans. Un accouchement à 3,5 millions de dollars. S'il est bien, tout le monde applaudit. Mais s'il n'est pas bien, on me regarde avec des gros yeux. Puis là, on va dire, docteur, je vais vous actionner parce que vous êtes trompé à ce coup-ci. L'heure juste, ce mercredi, 19h. Alors, nous retournons maintenant au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral où le nouveau compte à rebours est commencé. Donc, la navette Discovery devrait quitter à 9h51. J'ai avec moi M. Michel Giroux de l'Agence spatiale canadienne. Il y a eu des problèmes, presque 1 heure de retard. Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les problèmes qui ont suscité ce retard, M. Giroux? Oui, bien sûr. Les deux problèmes, un de température, on craignait qu'il y était pour se développer des éclairs dans le ciel immédiatement au-dessus de la navette. Ensuite, on a eu des problèmes de batterie et de conduite de carburant qui ont été réglés rapidement. Alors, le compte à rebours a donc été repris hier, environ 8 minutes, au grand bonheur des astronautes, j'en suis sûr. Et si on réalise le décollage tel que prévu, ça aura donc été dans moins d'1 heure après le départ prévu initialement, qui était 8h53, ce qui serait dans les normes. Alors, le compte à rebours est fait dans 7 secondes. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Discovery and the first International Microgravity Laboratory. Houston is now controlling. Discovery and crew are rolling on course. Roll program. Roger, roll, Discovery. Roll maneuvers complete. Placing Discovery and crew heads down and on the proper heading. Engines at 100%. Engines throttling back now to 70% to help maintain optimum aerodynamic conditions as Discovery accelerates through the dense lower altitudes. All systems performing well. Monsieur Giroux, c'est un moment quand même assez exceptionnel, mais en même temps, je pense un petit peu mêlé d'angoisse. C'est vrai. Le décollage a été absolument parfait. On voit la navette avec son moteur et les fusées d'appoint donc qui s'envolent dans un angle tout à fait correct, se dirige donc immédiatement au-dessus de l'Atlantique au cas où il y aurait un problème et qui se dirige vers son orbite nominale. Alors, ces premières secondes, on le sait, sont absolument cruciales. Les 2 premières minutes, étant donné les énormes quantités de carburant qui sont brûlées, ne permettrait pas aux astronautes d'être sauvés s'il y avait catastrophe, comme on le sait. Oui, et quand vous dites que les 2 premières minutes sont cruciales aussi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça, bien sûr que les astronautes doivent y penser. Madame Bondar l'a rappelé il y a déjà quelque temps, la tragédie, l'explosion de Challenger en 1984, ça s'est fait aussi à l'intérieur de 2 minutes. Voilà, ça s'était fait 12 secondes, je crois, après le décollage. Alors, on voit toujours l'orbiteur, les magnifiques fumées qui se dégagent à l'arrière. Tout semble parfait. Ce que nous entendons, Mme Cazin, dans le moniteur du centre de mission. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Voilà, alors il y a une division. C'est ça. Alors, on voit donc les 2 fusées d'appoint qui ont maintenant
consommer leur carburant, se détacher. Et la navette continue donc avec son moteur principal et son réservoir principal. Seul, voilà. Donc, Discovery maintenant fait son chemin jusqu'à 300 km d'altitude. C'est exact. La navette se dirige vers son orbite de 296 km qu'elle va atteindre d'ici quelques minutes. C'est extrêmement rapide étant donné l'extrême puissance de cet engin. Discovery Houston, 2 engines Zaragoza. On voit maintenant les fumées qui commencent à se transporter. Là, et le ciel est complètement dégagé. Le ciel est complètement dégagé, c'est absolument parfait. C'est pratiquement un miracle parce qu'il y a quelques minutes à peine, on parlait de brouillard. Voilà, voilà. La Floride nous a ménagé une température finalement idéale et ce court délai de 58 minutes a permis donc un décollage dans des conditions idéales. Bon, M. Giroux, vous dites que dans quelques minutes à peine, Discovery aura atteint l'altitude choisie, c'est-à-dire 300 km. Qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures ensuite? Eh bien là, le réservoir principal est utilisé pour alimenter les trois énormes moteurs de la navette. C'est évidemment la seule source de carburant maintenant qui va amener la navette à son altitude d'orbite. Et là, nous sommes environ 1 minute et quelques secondes après décollage, 2 minutes environ. Alors, cet énorme réservoir va encore alimenter les moteurs pour une période d'environ 10 minutes, après quoi la navette va avoir suffisamment de vitesse et va évoluer à une altitude suffisamment élevée pour être presque arrachée aux conditions de pesanteur, aux conditions de gravité et voler par elle seule. Oui, et dans le moment présent, pour les 7 astronautes, ça ne doit pas être un moment très confortable. Non, ce n'est pas confortable. Là, ils viennent de subir des vibrations énormes au décollage. La poussée est absolument extrême. Ils ont une force de 3G, c'est-à-dire que chacun des astronautes se sent pressurisé comme s'il y avait 3 fois son poids qui était imposé sur chacun des astronautes. Alors, c'est un moment difficile pour eux autres qui a fait l'objet d'un entraînement intensif. Monsieur Giroux, justement, on peut peut-être rappeler maintenant la mission et la mission de Mme Bondar, qui est l'astronaute canadienne dans ce lancement. Bien sûr. Cette mission est d'abord et surtout scientifique. C'est la première mission du Laboratoire international de microgravité. On le sait, le Canada y participe d'une douzaine d'expériences scientifiques qui sont parrainées et qui ont été préparées par des chercheurs canadiens. Madame Bondar va s'attacher principalement à réaliser des expériences de type médical afin de mieux connaître le comportement des humains dans l'espace et afin de trouver des solutions à des problèmes que les astronautes ont lorsqu'ils sont dans l'espace pour des vols habités. On connaît le mal de dos. Les astronautes se plaignent régulièrement qu'une fois dans l'espace, ils ont des problèmes de dos. Et quand ils reviennent sur Terre aussi, après Marc Garneau en avait fait état en 84. Bien sûr, oui, tout à fait. Et il y a aussi le problème du mal de l'espace. Il y a les questions reliées à la circulation cardiovasculaire. Évidemment, les conditions d'apesanteur font que le comportement du corps est tout à fait différent une fois dans l'espace et qu'on n'est pas soumis à ces conditions de gravité. Alors, Mme Bondar va donc expérimenter plusieurs expériences de façon à enrichir notre connaissance de ces phénomènes et idéalement y trouver des solutions afin qu'à compter de l'an 2000, lorsque des astronautes canadiens, américains, japonais et européens vont séjourner pour des périodes allant jusqu'à 6 mois dans l'espace, bien, ils puissent le faire dans des conditions confortables. Très rapidement, M. Giroux, Mme Bondar est la 2e Canadienne à se rendre dans l'espace, mais il y a un 3e Canadien qui ira aussi cette année. Effectivement, 1992, qui est aussi l'année internationale de l'espace, va avoir 2 Canadiens astronautes aller dans l'espace. On prévoit que Steve McLean
sera lancé dans l'espace en septembre 92 dans le cadre de la mission Canex 2. Merci, M. Giroux, de votre collaboration. La navette Discovery est dans l'espace pour 7 jours, une mission médicale avec une coopération internationale. Bonne journée. Ensemble, ils posent des questions. Nous revenons maintenant à l'émission en cours. Pour les filles. Donc, vous savez, autrefois, on séparait les garçons et les filles à l'école et on s'est rendu compte que, bon, ça donnait pas les résultats voulus. Mais en ce qui concerne la sexualité, je pense qu'on aurait intérêt, peut-être, de temps à autre, à séparer comme ça les sexes, c'est-à-dire mettre les garçons ensemble et les filles ensemble et après ça, mêler les questions. C'est très, très profitable. Ce dont il nous parle aussi sur le répondeur, ces jeunes garçons, bien entendu, ils nous font des farces. Ils sont encore très mal à l'aise quand ils posent une question sur la sexualité. Ils se camouflent derrière le rire, très souvent, et l'humour gras, mais on prend leurs questions quand même. Beaucoup de questions sur l'homosexualité. Découvre son homosexualité. Est-ce qu'on devient homosexuel à l'adolescence? Des adolescents qui se disent mêlés par rapport à l'homosexualité. Un adolescent ici qui nous dit que lui, il sort avec une fille, mais il se sent attiré par les hommes, veut de l'aide. Donc, je pense que le sujet est quand même assez important pour qu'on y consacre toute une émission. Alors, dans un avenir quand même assez rapproché, on fera une émission sur la découverte de l'homosexualité à l'adolescence. Les statistiques démontrent que à l'adolescence, l'enfant, le garçon et la fille sortent de ce qu'on appelle l'homosocialité, c'est-à-dire que ils sont des êtres sociaux. Et souvent, quand des garçons disent les garçons avec les garçons, puis les filles avec les filles, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'homosocialité, c'est-à-dire que socialement, ils se sentent bien avec les gens du même sexe qu'eux. À l'adolescence, ils ont tendance à explorer l'autre sexe, mais il y en a qui se sentent quand même mieux avec l'homosexualité. Certaines études démontrent jusqu'à 11 et même 13% d'exploration homosexuelle chez les garçons, et chez les filles, le pourcentage est beaucoup plus faible, c'est-à-dire environ 6%. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'exploration homosexuelle qui se fait à l'adolescence, ce qui ne veut pas dire que ces individus-là vont continuer à l'âge adulte à avoir un comportement homosexuel. Mais c'est une question qui est très inquiétante, parce que déjà, on se sent marginal et on sait qu'à cet âge-là, on voudrait donc être comme les autres. Beaucoup de questions aussi sur la grosseur du pénis et la forme du pénis et la longueur du pénis. Est-ce qu'il va à gauche? Est-ce qu'il va à droite? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais pénétrer? Ça, j'en ai déjà parlé dans une émission. D'ailleurs, il y a des jeunes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient beaucoup apprécié l'émission sur le pénis. Et il y a des hommes aussi qui ont apprécié l'émission sur le pénis. Il y a des femmes qui ont apprécié l'émission. Donc, évidemment, le pénis, dans notre société, c'est encore un grand inconnu. On en parle peut-être beaucoup en farce, en joke, mais on sait très peu de choses sur ce qu'est un pénis de grosseur normale et par rapport aux érections et tout ça. Un jeune ici qui me pose des questions, mais des questions, ça n'arrête plus. Il m'a même écrit un extrait d'un article qu'il avait pris dans un quotidien et il me pose des questions très précises. Il a 14 ans et il me dit « Qu'est-ce que c'est la sodomie, Louise-André? » J'ai regardé dans le dictionnaire et il me semble qu'il cherche beaucoup de mots dans le dictionnaire, ce jeune-là. Il est très curieux. Alors, la sodomie, qu'est-ce que c'est? Il dit, dans le dictionnaire, ce qu'on m'a expliqué, j'ai rien compris. Évidemment, j'ai regardé moi aussi dans le dictionnaire, on parle de Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez cette histoire-là que Dieu avait puni les habitants de Sodome et Gomorrhe parce que, justement, ces gens-là, ça donnait beaucoup à la sodomie. Qu'est-ce que c'est la sodomie? Et là, je réponds aussi à des parents parce que je me souviens qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont posé la question. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour anal, c'est-à-dire une pénétration qui est faite non pas au niveau vaginal, mais au niveau de l'anus. Cette pratique a longtemps été considérée comme illégale et ce l'est encore même dans certains États américains. La sodomie, par exemple, est pratiquée dans beaucoup de cultures comme moyen de contraception. Lorsqu'il y a éjaculation qui est faite au niveau de l'anus, il n'y aura pas procréation parce qu'on le sait, il faut que ce soit acheminé au bon endroit et via l'anus, ça n'ira jamais faire un bébé. Ce qui est important dans cette pratique sexuelle-là,
c'est que les deux partenaires soient consentants. Ce n'est pas une pratique qui est réservée uniquement à l'homosexualité. Beaucoup de couples hétérosexuels en sont friands. On doit se rappeler qu'il y a une lubrification qui est importante, qui doit se faire. Aussi beaucoup de relaxation, hygiène. Et souvenez-vous que lorsqu'il y a douleur et des problèmes de sang, bien, il faut cesser cette pratique-là. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Mon cher, je pense que c'est Philippe qui m'écrit. Je vais revenir après la pause pour répondre à d'autres des questions des grands-mères, des questions des mères aussi. On va à la pause. En spécial à Cowansville, chez Pelletier-Pontiac Buick, jusqu'au 29 février. Le pick-up GMC Sierra une demi-tonne pour 14 995 ou 295 $ par mois en location. Pas besoin de payer d'un seul coup toutes les taxes. Optez pour la solution des spécialistes de la location à long terme. Vendredi, 20h. Une enfant perdue. Il a bien fallu que quelqu'un l'enlève. Elle n'est pas venue ici toute seule. La police n'a aucune piste. C'est peut-être Kojak. C'est le seul indice qu'on ait. Qu'est-ce que vous me racontez? Kojak serait-il au centre d'un complot? Ces personnes se donnent beaucoup de mal. C'est sûrement sérieux. Je me demande bien ce qu'ils veulent. Moi aussi. Ça doit être important. Telly Savalas et Kojak. Ciné-enquête Pontiac. Vendredi, 20h. Voici Objectif Minceur avec Louis Deschâtelet et Adrien Gagnon. Si on parlait maintenant des raisons qui ont motivé votre perte de poids. Oui, Annie? D'abord, j'ai voulu mettre au régime après avoir vu les photos en revenant de voyage. Parce que moi, je me voyais pas grosse. C'est après avoir vu les photos que là, j'ai vu que j'avais beaucoup de poids en trop. Est-ce que pour les autres, ce sont des raisons comme ça? Oui. Des photos de voyage également? Ah, c'était... le choc? Le choc terrible. Je me voyais, mais je voyais tout simplement ce que je voulais voir. Je ne pouvais pas imaginer ce que ça pouvait avoir l'air, mais là... Je suis fait féliciter parce qu'on croyait que j'étais enceinte. Je ne l'étais pas. C'est arrivé peut-être à 3 reprises où est-ce qu'on me félicitait. C'est incroyable. Les raisons qui motivent les gens à vouloir maigrir et améliorer leur apparence peuvent être multiples. Mais une chose est certaine, les personnes ici aujourd'hui semblent avoir pris la bonne décision. Si tous ces gens-là ont pu le faire, pourquoi pas vous? La cage? J'aime l'atmosphère, le décor. À cause du service? Il y a du beau monde aussi. C'est un restaurant où ça bouge. Les hamburgers. Les steaks sont bons. C'est vrai, je te dis. C'est pas pareil, c'est différent. Les côtes levées. Moi, j'aime ça à la cage au sport pour garder un bon match. Je vois avec mes amis. J'adore aller là. C'est super le fun. T'as un bon repas pour pas cher. J'aime ça. Et je l'utilise, c'est bon. En spécial à Cowansville, chez Pelletier-Pontiac Buick, jusqu'au 29 février. La Le Mans aérocoupée avec ensemble avantageux pour 8 995 ou 195 $ par mois en location. Pas besoin de payer d'un seul coup toutes les taxes. Optez pour la solution des spécialistes de la location à long terme. Je crois que je vais vous faire sourire et le faire sourire aussi parce que je pourrais presque dire que nous vieillissons ensemble puisque au fil des âges, je l'ai rencontré à maintes reprises pour faire des entrevues. Et au début de l'émission, je vous ai dit qu'il faisait de l'écriture pour adolescents. Mais je me souviens, au début, Bertrand Gauthier, c'était pour enfants. Ouais. Zunique et tout ça. Puis vous avez vieilli avec vos personnages. Avec mon monde. Finalement, c'est qu'il y avait Annie Croche, les frères Bull, tout ça. Puis les jeunes lecteurs, lectrices disent « Oh, j'aimerais ça aussi. » Je les vois vieillir. Puis là, ils disent « Il n'y a plus de livres. » C'est ça qui a fait que j'ai continué. Puis, ça, c'est la course à l'amour. Course à l'amour. Ça a été drôlement fait. Hein. À un moment donné, je me disais... Ça faisait longtemps que je voyais à l'adolescence, comme garçon, je trouvais qu'il y avait peu de choses de fait. C'est très difficile au niveau de l'identité pour un jeune garçon, maintenant, à l'époque moderne. Et puis, j'ai fait un héros qui est très moderne. Il y a 15 ans, il vit avec sa mère. Donc, ses parents sont séparés. Sa mère n'a pas une nouvelle amie. Et son père, lui, il vit, imaginez, avec la gardienne. Une fille qui est jeune. Une fille qui est jeune. Donc, j'ai la mère, elle aime son fils. Mais la mère, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est qu'elle a mal accepté, finalement, la séparation. Et puis, je pense que profondément, ce qu'elle n'a pas accepté, c'est que son père, son mari, parte avec une très jeune. Ce qui fait que lui, Sébastien, est un peu coincé.
Et pour moi, c'était d'essayer de montrer comment, pour un gars, le problème de l'identité, c'est l'identité sexuelle, mais c'est l'identité globale qui est très complexe. Parce qu'il décrit à un moment donné, il se retrouve dans des situations où, puis sa mère est de son époque, elle a à peu près 40 ans, donc le droit des femmes et tout. C'est comme il dit souvent, il dit, si ma mère m'entendait raconter ce que je dis à mes amis, les cheveux lui dresseraient sur la tête. Parce qu'il est obligé de développer comme une double identité. Parce que ce qu'il valorise au niveau social, c'est pas du tout son monde intérieur ou ses problématiques. C'est beaucoup plus la performance, la réussite, tout ça. Tandis qu'avec sa mère, il veut montrer quand même qu'il a une vie intérieure et tout ça. Que c'est un bon garçon. C'est un bon garçon qui comprend. Puis de fait, il comprend, parce que les jeunes garçons, maintenant, ils comprennent la problématique. De la place des femmes, tout ça. Mais là où, je pense, les jeunes garçons ont énormément de difficultés, beaucoup plus que les filles, c'est au niveau de leur identité globale. Et ça inclut l'identité sexuelle. Quand on parlait d'homosexualité tout à l'heure, chez un jeune de 15 ans, à un moment donné, il doit se poser des questions parce que s'il n'y a pas l'image de virilité que la société donne encore aux hommes, il se pose des drôles de questions. S'il est sensible, s'il est très proche, s'il communique aussi avec des femmes, tout en communiquant avec des gars, mais qu'il trouve qu'il est très proche des femmes, à un moment donné, il peut se poser des problèmes. Parce que l'identité d'un gars, c'est pas aussi complexe, c'est pas aussi diversifié. Les choix sont pas encore très grands. Parce qu'on est quand même passé d'une société qui était très... Faut pas oublier que ça fait à peine 30 ans, là, la révolution tranquille et tout. On est passé d'une société où il y avait des idées très précises. C'était noir et blanc, tout ça, à une société qui est maintenant complexe, qui a beaucoup, beaucoup de dimensions. Mais au niveau de l'identité des gars, moi, ce que je constate, c'est que ça n'a pas évolué beaucoup. Un homme ne peut pas choisir tant que ça, tant d'avenues. Comme je dis souvent, moi, j'ai la chance d'avoir, avec la courte échelle, j'ai assez bien réussi dans la vie, tout ça. Donc, ça me permet de pouvoir avoir une vie intérieure, parce que je suis pas remis en question. Mais si j'avais des difficultés dans la vie, socialement parlant, si j'avais pas une certaine réussite, j'aurais énormément de difficultés. Ce qui fait que ça fait déjà, l'adolescent le sent, cette double pression-là. Tu peux pas te permettre, un garçon ne peut pas se permettre de se tromper. Il peut pas échouer. Il peut pas échouer. Il faut qu'il performe. Et dans sa sexualité, c'est la même chose. Et là, on a le problème majeur que l'éducation sexuelle des gars n'est pas faite, comme on expliquait un peu avant dans l'émission. Celle des filles est beaucoup mieux faite. Les filles s'en parlent entre eux. Fait que le gars doit performer. En plus, il n'y a pas les bases, il n'y a pas la formation et tout. C'est tout un stress. Étiez-vous d'accord avec les propos de Gaëtan tout à l'heure quand il disait, que les garçons parlaient de façon différente que les filles? Les garçons aussi voulaient comprendre la mécanique sexuelle. L'émotion, ils le ressentaient. Les femmes ne savaient pas trop comment parler avec les garçons aussi, échanger avec eux. Bien, le problème, moi, je suis d'accord que les hommes communiquent entre eux, mais moi, comme homme, j'aimerais que ça soit mieux que ça, la communication entre hommes. Vous aimeriez quoi? J'aimerais que ça soit plus senti. J'aimerais le jour qu'un homme, que je puisse dire à un autre homme, « Hey, je l'aimais, cette femme-là, j'ai une peine d'amour, ça m'a fait de la peine, puis c'est clair, mon message. » Ce qui est compliqué entre hommes, c'est qu'il y a toujours une image à conserver entre nous. Et c'est ce qui fait que souvent les hommes sont plus sur la défensive par rapport à leurs sentiments et que plus les années avancent, j'ai l'impression que plus les hommes, on devient infirme encore plus et plus les femmes, parce que les femmes depuis 10-15 ans quand même le développent bien. Moi, je trouve que les femmes deviennent des expertes dans le discours émotif. C'est formidable ce que vous dites parce que finalement, si vous n'êtes pas capable à votre âge d'exprimer des sentiments, comment les jeunes à 15 ans vont faire pour exprimer leurs sentiments et leurs désirs, ce qu'ils veulent? C'est ça. Comment? Et à ce moment-là, ils peuvent pas. Ils peuvent absolument pas. Ils sont pas, premièrement, articulés. C'est pas évident. Ils ont beaucoup de pression. Et à ce moment-là, nous, on leur donne pas, si nous, on communique pas, on leur donne pas des modèles non plus de communication. Mais il reste que dans notre société, inconsciemment, c'est encore là, il y a un problème de virilité. L'homme québécois a très peur de ne pas être viril. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme québécois, quand on regarde ça froidement... Et le jeune québécois aussi de 12, 13, 14, 15? Mais ça, c'est dans l'inconscient probablement collectif du Québécois. C'est que le Québécois, l'homme québécois n'a pas quand même tant de sources que ça de valorisation depuis 20 ans.
Et si on regarde même historiquement, depuis la conquête, il ne faut pas oublier que les Québécois sont un peu conquis. Tout ça, c'est souvent des défaites et des défaites qui fait que l'homme québécois a vraiment est très inquiet par rapport à sa virilité et l'affirme des fois un peu trop, mais pas, il n'affirme pas assez sa vulnérabilité par rapport à ça. Bertrand Gauthier, merci. En terminant, je lisais ce livre-là hier et mon fils est entré dans la chambre et il m'a dit « Maman, mais t'es encore jeune! » Mais c'est bien. Alors, les mères et les pères devraient peut-être lire des livres de jeunesse pour comprendre leur adolescent. Mais je pense que oui, c'est fait pour ça aussi, pour établir le dialogue entre les deux. Merci. Offert pour la première fois à la télévision, la trousse de secourisme TVA Ambulance Saint-Jean. Conçue pour votre sécurité, elle vous accompagne partout, dans vos activités de sport, en auto ou à la maison. De concept modulaire exceptionnel, aussi simple que 1, 2, 3, elle vous permet d'agir rapidement. Vous n'avez qu'à retirer l'enveloppe appropriée à la situation. Pour les blessures mineures, pour les blessures majeures, pour les blessures étendues, pour les brûlures. En tout, 9 enveloppes scellées et abondamment illustrées. Facilement remplaçable, le contenu totalise plus de 54 articles de premiers soins. En cas d'urgence, vous serez toujours prêt avec la trousse de secourisme TVA Ambulance Saint-Jean. De manière à vous assurer le meilleur rapport qualité-prix, la trousse n'est pas vendue en magasin. Pour vous la procurer, composez de 1-800-665-4445 ou postez 38,95 plus taxes plus 4 de frais de manutention au 1407 rue de la Montagne, Montréal, H3G 1Z3. Prévoyez 2,75 pour commande payable sur livraison. Quel matin extraordinaire. Je nous y vois encore. Dommage qu'on n'ait pas apporté de caméra. C'est vrai. Jamais on va me croire. Les copes soupes Lipton, des soupes délicieusement différentes pour des gens différents. Oui, il faut se préparer. Oui, on va faire forme. Qui va y aller la première cet après-midi? Les copes soupes Lipton, faites-les pour vous. Alors, quand on est mini Oreo, qu'est-ce qu'on est? Ouais, montrez-nous ça! Suivez votre compagnie, Ça suffit, les mini Oreo! J'en peux plus, prenez-les tous si vous voulez. Les nouveaux mini Oreo de Monsieur Christie. Hey, de l'autre, sais-tu qu'est-ce qu'il va avoir mercredi le 22 janvier à 20h à l'hôtel Delta? Ben oui, Mme Bigra, c'est le défilé de mode Télé 7 au profit de la paralysie cérébrale, chapitre Estrie, puis le porte-parole, c'est mon chum, Breen Leboeuf. Oh, plus qu'il bœuf, hein? Puis comme invité surprise, le zoo de l'Estrie, puis il y a aussi des beaux mannequins Axe d'Aviera. Ah, il y aura Benoît Johnson, Raymond Duquette, Robert Thibault de Courcelles-Prix de Sauce. Il y a aussi Louise-André Saunier, des mots pour le dire. C'est pas une sexuelle-là qui va m'empêcher de pas rater. Une invitation de l'agence Modeling, production Chéroli, Simo Sensé, CTFM et Télé 7. On revient avec notre courrier et j'ai ici une lettre que j'ai trouvée fort sympathique. C'est une grand-mère qui m'écrit et elle me dit qu'elle a beaucoup de peine parce qu'elle a un petit-fils de 15 ans qui est bien beau, bien intelligent, mais sa mère ne s'occupe pas de lui, qu'elle dit. Elle le laisse sortir et elle ne lui pose jamais de questions sur ses allées et venues. Puis le petit garçon dit qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Mais le problème de la grand-mère, c'est qu'elle dit qu'il aime beaucoup les petites filles et c'est bien de son âge, mais elle trouve que dans sa chambre, il y a partout des affiches, des images de filles nues et des filles qui font l'amour. Et elle est certaine qu'il n'a jamais couché avec une fille parce que son petit-fils lui a dit « Grand-maman, quand je vais être prêt, je vais prendre mes précautions. » Mais elle se demande pourquoi il y a tant de filles nues comme ça au mur de sa chambre et pourquoi est-ce qu'il passe tant de temps dans sa chambre aussi à regarder ces filles-là. Bon, même, je pense que ça peut être déroutant. Marguerite, elle rigole, là, elle, mais quand tu seras grand-mère, Marguerite, tu auras ce problème-là, peut-être. C'est le propre de l'adolescent que de se faire un univers érotique. Le fait qu'il soit attiré par des images de filles comme ça
Presque tous les adolescents passent par là, et même les hommes adultes. Il n'est pas le seul. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de petits garçons comme ça. Ce qui est peut-être un peu plus inusité chez votre petit garçon, c'est que lui, il a la capacité d'être capable de l'afficher, c'est-à-dire de ne pas le faire en cachette et de se cacher pour le faire. Il a quand même, c'est un enfant qui, je pense, est élevé de façon très libre, donc il est libre aussi de montrer ce qui l'intéresse présentement. À 15 ans, dites-vous bien que ça va passer. À un moment donné, il va se mettre à fréquenter une petite fille, à faire des explorations qui vont aller un peu plus loin, probablement. Et si vous dites qu'il va prendre ses précautions, bien, félicitez-le, encouragez-le, dites-lui, c'est bien ça, que tu te protèges, puis que tu protèges la fille avec qui tu vas faire l'amour. Elle dit que ce qui la désole, c'est qu'il dit... il proteste, il dit « Moi, j'ai pas demandé à venir au monde et mes parents ne m'aiment pas comme je voudrais qu'ils m'aiment et patati et patata. » Dites-vous bien que ça, là, c'est sain. C'est sain qu'un adolescent dise ça. Sain, S-A-I-N, là, dans le sens où il est en santé s'il dit ça. Qu'un adolescent proteste, qu'un adolescent conteste, qu'un adolescent ne soit pas d'accord avec ses parents, c'est ce qui va faire que plus tard, il va créer sa propre identité. Il va voir aussi en grandissant que, bon, ses parents ne sont pas ses ennemis, mais que présentement, il a besoin de s'affirmer, il a besoin de camper ses valeurs, il a besoin de dire qui il est. Et c'est souvent dans un langage comme ça que les adolescents vont l'affirmer. Il ne faut pas paniquer avec ça, il faut continuer à leur montrer qu'on les aime, les appuyer, comprendre qu'ils sont en croissance et que c'est merveilleux, dans le fond, l'adolescence. C'est probablement la période de la vie où on s'affirme le plus, où on a conscience de changer le plus rapidement. Une mère ici qui m'écrit, elle, parce qu'elle a une fille de 15 ans, mais elle voudrait que je prenne position. Cette fille de 15 ans a des relations sexuelles avec un jeune garçon de son âge et elle a attrapé une MTS. Elle a attrapé de la chlamydia. Donc, la mère a emmené la fille chez le médecin qui doit subir un traitement. Le petit garçon, lui, on lui a demandé d'aller chez le médecin. Il y est allé, mais n'a pas acheté la prescription. Donc, la petite fille a réattrapé une deuxième fois et une troisième fois la même MTS du même petit garçon. Et là, la mère est dans tous ses états, non pas à cause de la MTS, parce que c'est sûr que ça lui a coûté, dit-elle, 200 $ jusqu'à maintenant, mais elle dit, le petit garçon, lui, n'a pas été traité parce qu'il n'a pas osé demander à ses parents l'argent pour acheter le médicament. Donc, il continue, à cause d'argent, dit-elle, à perpétuer comme ça cette maladie. Et je pense qu'elle a raison, la mère, ici, quand elle dit qu'il faudrait absolument que les médicaments pour les MTS soient donnés gratuitement aux adolescents. Je pense que l'État, je suis d'accord avec cette mère-là, l'État sauverait beaucoup immédiatement et aussi dans le futur, parce que les MTS chez les adolescents vont nous coûter très, très cher dans un futur très rapproché, qu'on pense simplement à la stérilité et aux problèmes reliés aux MTS que les jeunes adultes vont vivre et vivent déjà aujourd'hui. Mais je pense, oui, madame, je vous seconde et on va faire de notre mieux pour que l'information soit divulguée et qu'il y ait une pression de fait à ce niveau-là. Bon, d'autres questions des adolescents. Est-ce normal d'avoir des boutons, même sur le pénis et au niveau du pubis lors de l'adolescence? Oui, c'est normal d'avoir des boutons, même dans cette région-là du corps, et il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est la production augmentée de testostérone qui se produit lors de l'adolescence qui fait que les adolescents ont de l'acné, souvent plus que les filles, et qu'il y en a aussi dans cette région-là, dans la région du pubis. Mon petit garçon de tout à l'heure qui se posait des questions sur la sodomie, bien là, il a une autre question assez corsée. Il me demande qu'est-ce que c'est un glory hole. Il l'a vu dans un quotidien, je vous disais, il m'envoie tout un extrait de cet article-là, où il dit que... C'est drôle parce qu'il dit que le journaliste, même lui, le journaliste, n'avait pas les mots pour décrire cet endroit-là parce qu'il parle de ce vous savez quoi et d'un trou et de la grosseur d'un point et vous mettez vous savez quoi et vous recevez vous savez quoi. Alors le petit garçon est tout mêlé, il ne sait pas quoi.
Un glory hole, un joyeux orifice, c'est ce qu'on retrouve dans des toilettes publiques et des endroits où il y a particulièrement beaucoup d'homosexuels qui fréquentent ces lieux. Alors, c'est un trou qu'on retrouve dans une cloison qu'il y a entre deux toilettes, par exemple, ou deux chambres, ou deux endroits, où les hommes vont insérer leur pénis et ils vont avoir du sexe qu'on appelle de façon très anonyme. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui est de l'autre côté et qui est-ce qui vous fait des caresses et vous procure du plaisir de l'autre côté. Alors, c'était une question qui revient quand même assez souvent chez les adolescents. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. On veut savoir aussi, est-ce que c'est normal de vivre des peines d'amour à 14 ans et à 15 ans? Oui, c'est normal. Et ça fait aussi mal à 14 ans et à 15 ans que ça fait mal à 30 ans ou à 40 ans ou à 60 ans. Donc, il ne faut pas négliger les peines d'amour. Vous savez, c'est une cause de suicide importante chez les jeunes. Il faut reconnaître qu'ils aiment et qu'ils ont de la peine aussi. Il faut les supporter là-dedans. Malheureusement, on doit aller à la pause. Il y a beaucoup d'autres questions. On y reviendra. Vous pouvez nous écrire à Des mots pour le dire. Casse postale 32, Québec, G1L 4T8. Il y a de l'électricité dans l'air. L'énergie est au maximum quand des êtres venus d'ailleurs se multiplient. La science-fiction signée Spielberg, Pile non comprise, samedi 20h. La Banque nationale présente la tournée Juste pour rire 92. Un spectacle délirant bientôt dans votre région. Les gens se ruent pour réserver des billets. Ici Daniel Leblanc. C'est la panique, on n'a jamais rien vu de pareil. Toutes les lignes sont occupées. Tout le monde veut voir les diplômés de l'École nationale de l'humour. Achetez des billets. Nos téléphonistes attendent vos appels pour réserver vos billets. 24 et 25 janvier à la salle Maurice O'Brady. Présenté par Union Vie et Vidéotron. J'aime recevoir. Et j'aime recevoir mon nouveau châtelaine à la maison. Parce que mon châtelaine et moi, nous sommes faits pour aller ensemble. Nous aimons avoir du plaisir et être sérieux quand il le faut. Nous sommes pratiques et nous voulons aller au fond des choses. On s'intéresse à tout. La vie, l'amour, le monde. En fait, j'aime Châtelaine parce qu'il a été repensé et adapté à mes goûts. Parce qu'il est complet et intelligent. Pour obtenir votre copie gratuite du nouveau Châtelaine, composez dès maintenant le 1-800-667-0101. En vous abonnant tout de suite, vous obtenez 12 numéros à 1,42 $ l'exemplaire, soit un numéro sur 3 gratuit par rapport au prix en kiosque, plus ce magnifique fourre-tout en cadeau. Abonnez-vous dès maintenant. Nos téléphonistes attendent votre appel. Aujourd'hui, je reçois des gens dont le conjoint a changé du tout au tout après le mariage. Imaginez par exemple le désarroi d'une femme dont le mari se découvre homosexuel après 15 ans de vie commune. On parle de tout cela cet après-midi à 16h. J'ai chaud depuis tantôt. Je pensais que je savais tout, hein, sa sexualité. Mais là, les glory holes... Bien, c'est, tu vois, Marguerite, quand on donne de l'information aux adolescents, souvent, on en donne aussi aux parents parce que les parents ne sont pas toujours capables de répondre à ces questions. Il n'y a pas beaucoup d'endroits avec ces affaires-là, Louise-André. C'est très marginal. Je serais étonnée. Il y en a même dans nos beaux campus universitaires au Québec. Des noms. Tu n'es pas obligé d'aller à l'université, là, Marguerite. Je vais aller faire une enquête, certain. Non, mais là, il y a la toilette des hommes et la toilette des femmes, j'imagine. Bon, on revient à l'éducation sexuelle de nos adolescents. En conclusion, là, si je comprends bien, ça me distrait, ça. Gaëtan, il faut essayer d'écouter ce que les jeunes garçons ont à dire. Oui. Vous, Bertrand, vous disiez qu'ils ne parlent pas de la même façon non plus que les filles. Non, puis je pense qu'il faut que les gars, de plus en plus, apprennent et qu'on leur enlève de la pression aussi. Je pense que les gars ont énormément de pression à cet âge. Moi, je dirais même de laisser le temps à la complicité de s'établir. Elle ne s'établit pas aussi rapidement, mais il y a de la place pour qu'elle s'établisse. C'est juste que c'est plus lent. Au niveau verbal, quand tu approches des garçons, ça va prendre plus de temps. Mais ils vont venir. Mais demande-leur pas de venir trop vite. Pas de venir, mais je veux dire...
d'établir la complicité trop rapidement. Veux-tu dire éjaculer, toi, là? Tu peux leur demander ça. Louise-André. Ah, mes sexes. Merci beaucoup à mes invités, Gaëtan, Bertrand. Au plaisir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. C'est le temps que ça se termine, celle-là. Là.